Bonjour, alors capsule numéro 7 maintenant pour le quatrième cours. Quatrième cours qui a pour objet de vous présenter rapidement, puis ce sera vraiment une courte vidéo je crois, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information LCC-JTI. Alors, c'est une loi sur laquelle, quand on prend son plan, là je vous ai reproduit sa grande structure avec les 5 chapitres qui apparaissent dans ce texte-là. C'est un texte qui d'une part présente des généralités notamment des principes fondateurs que l'on a déjà vus dans les capsules 5 et 6 par la neutralité technologique et l'équivalence fonctionnelle. C'est un texte aussi, j'y reviendrai dans la capsule numéro 10, qui est foncièrement basé sur la notion de document, qui est une notion qui ne s'imposait pas parce que c'est une notion que l'on n'avait jamais définie dans les textes de loi. Au sein de cette notion de document, nous verrons aussi la notion d'intégrité. Là encore, il y aura une capsule spécifique là-dessus. Intégrité qui, vous l'avez vu quand vous avez lu les premiers articles de la loi, est elle aussi une fonction particulièrement intéressante. Et puis sur les fonctions, il y a une section spécifiquement sur la notion de fonction et les équivalents de fonctions. Là encore, on en a pas mal parlé avec la capsule 6 sur l'équivalence fonctionnelle. Il y a un troisième chapitre aussi sur le lien entre document et personne. C'est ce qu'on va voir dans ce cours numéro 4 là, avec la capsule numéro 8. On parlera notamment de biométrie, de certification et autres. Et on verra aussi quelques éléments sur la structure institutionnelle qui réfère notamment à un comité d'harmonisation qui était censé élaborer des normes techniques, j'y reviendrai, ou sur aussi les règlements aussi qui sont susceptibles d'être passés. Ça correspondait aux normes formelles que l'on a vues dans la capsule numéro 5. Donc, quand on regarde en fait cette structure-là, vous avez vu qu'on a déjà traité, ou que l'on va traiter de plusieurs de ces éléments-là. Et donc, je vais en fait uniquement traiter dans cette capsule 7 ce que l'on n'a pas vu. Et à cet égard-là, mais juste avant ça quand même, j'aimerais vous faire une sorte de une présentation assez générique sur sur l'origine de cette loi, donc qui date de 2001 et qui a été lancée en fait avec un avant-projet de loi à l'été 2000, qui a donné quelques consultations auprès de la communauté. Et si vous voulez en savoir plus dans une vision assez aérienne, donc pas trop spécifique, j'avais eu l'occasion de faire pour la Fondation du Barreau une sorte de guide explicatif qui est disponible en ligne, si vous cliquez sur ce lien-là. Un guide explicatif qui était censé présenter ce texte, un texte qui ne s'imposait pas aux juristes tant sa facture, sa terminologie très ciblée sur les technologies était un peu difficile d'accès pour le commun des juristes. Alors, tout d'abord, je voudrais voir 4 raisons pour lesquelles il y a eu l'adoption de cette nouvelle loi en 2001. 4 raisons que je vais me permettre de lister une à une. La première, c'est qu'effectivement, avec les nouvelles technologies, on est face à des nouveaux risques. Des nouveaux risques du fait du caractère un peu occulte que l'on peut souvent associer au numérique, à la différence du papier. Et puis ça, d'ailleurs, c'était une des spécificités, je pense que je l'avais soulevé, que Lawrence Lessig, qu'on avait vu dans la capsule numéro 3, je crois, ou 2 peut-être, évoquait, il disait une difficulté avec le numérique, c'est que souvent le codage est caché. Et c'est difficile donc de faire appliquer le droit sur du codage qui n'est pas toujours rendu accessible auprès de la communauté. Vous donner un exemple, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment qui se passent sur les algorithmes de Google. Il y a des centaines d'algorithmes qui sont utilisés pour s'assurer que les recherches soient le plus efficaces possible. Et ben, vous savez, il n'y a rien qui ne peut être assujetti au droit, et donc il faudrait s'assurer que ces algorithmes-là ne sont pas associés à des biais, ne sont pas susceptibles en fait d'être une problématique en termes de droit de la concurrence. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui feraient en sorte que l'on devrait avoir
un droit de regard juridique sur de telles applications. Un nouveau risque aussi, c'est que c'est nouveau. Et on l'a vu avec Michel Serres, par exemple, dans les tout premiers cours. Il s'agit d'une situation nouvelle. Et face à cette nouveauté, ben, on est un peu désarmé, on a un manque d'habitude. Donc forcément, cette innovation est susceptible de nouveaux risques. Il y a des risques du fait de la perte de matérialité. En fait, le papier avait des avantages et a des avantages, notamment en termes d'intégrité, on le verra dans le cours sur la preuve. Et donc, le fait de passage du papier vers le numérique, là encore, c'est susceptible de nouveaux enjeux en termes d'assurance, en termes de sécurité et notamment en termes d'intégrité. J'ai mis international aussi parce que on l'a vu, plusieurs des problématiques liées au numérique ont des composantes internationales et très souvent, ben, dès lors qu'il y a un aspect international, mais l'application du droit est peut-être plus délicate. Donc, nouveaux risques, mais nouvelles technologies aussi. Et parmi ces nouvelles technologies, qui sont véritablement nouvelles, euh, parce que ça change beaucoup de choses, on l'a déjà vu. Mais peut-être un des éléments, moi, qui me marque un petit peu, c'est que ces nouvelles technologies sont multiples. Elles sont multiples dans le sens où, par rapport au papier, là, il y a une forme de faire des contrats papier. Il n'y a pas 36, là, même si on peut les notarier, même si on peut avoir des niveaux de sécurité différents, mais globalement, c'est toujours le même support papier. Et on ne fait plus, je dirais, des contrats sur des blocs de béton. Donc avec le physique, il y a une manière de faire. Avec le numérique, il y a une multitude de technologies, de l'information, et il suffit de voir toutes les suffixes que l'on peut associer à document, .doc, .pdf, .mp3, .mp4, nommez-les. Il y a des dizaines et des dizaines de différents logiciels possibles. Donc ça, cette multiplicité est une source à confusion, parce que les données ne sont pas toujours les mêmes d'une technologie à une autre. Donc il y a véritablement des différences avec le support physique et différences qui est d'autant plus grande qu'il y a une grande évolution et les habitudes vont changer, les usages vont changer, les usages dans le terme d'usage suivi par les différents acteurs. Donc il y a un caractère très évolutif qui change donc énormément beaucoup et donc qui clash un petit peu avec le droit qui est une science de la réaction et qui impose plus de stabilité. Il y a des nouveaux avantages. Euh, Évidemment, les technologies créent une rapidité sans précédent. Évidemment, le numérique présente des enjeux en termes d'efficacité sans précédent. Le meilleur exemple que je peux vous donner, puis je vais vous donner un exemple tout bête, dont j'avais été témoin il y a quelques années. La SAQ, par exemple, depuis maintenant une quinzaine d'années, a un nouveau système en fait pour que les commandes euh, qu'elle peut faire auprès des vignerons à travers la planète se fassent maintenant de manière numérique. Et avant, jusqu'au début des années 2000, en fait, ça se faisait par fax. Ça se faisait par fax, donc il y avait des envois qui étaient faits de commandes qui se faisaient par fax et très souvent il fallait recopier l'information sur le fax pour l'envoyer au destinataire. Et cette source de ressaisie des données était une source d'erreur qui était considérable. On parlait de un petit peu moins de 10% d'erreurs, 7 ou 8% d'erreurs. 7 ou 8% d'erreurs, c'est considérable. Et ça a impliqué des enjeux en termes de réécriture, en termes de délai de paiement, etc., etc. Donc le fait maintenant que l'on puisse copier-coller, que l'on puisse même mettre une information à plusieurs endroits en même temps, ben évidemment, c'est un avantage énorme. Également, en termes d'avantages, en termes d'efficacité, c'est quand vous lisez un document numérique, la fonction recherche, la fonction search est éminemment utile et n'existe pas. Il n'y avait pas d'équivalent. Il y avait des index, mais il était beaucoup moins efficace que dans le monde du papier. En termes d'autres avantages aussi, il y a évidemment des
des avantages associés à l'immatérialité, comme l'archivage. L'archivage est d'une efficacité redoutable avec le numérique, même s'il faut mettre des mises à jour, même s'il faut changer sur les supports qui ne sont pas, très pérennes, comme un CD-ROM par exemple, il faut les changer dépendamment des supports de 5 à 20 ou 30 ans, si on veut archiver sur le long terme. Les coûts aussi. Les coûts ne cessent, du stockage de données numériques ne cessent de baisser. Bon, même si ça a des coûts en matière d'énergie, mais il y a assurément des avantages en termes de coûts reliés au numérique. Il s'agit de penser notamment aux étages que l'on pouvait trouver au centre-ville pour tenter d'archiver des documents papier que l'on maintenant peut mettre sur un serveur situé n'importe où dans le monde et qui peut archiver ces données. Nouveaux inconvénients, et en fait ce qui est drôle c'est que les inconvénients sont souvent les avantages, mais vus différemment. Donc cette rapidité peut avoir des inconvénients en termes de contrat, où on ne prend pas conscience que parfois on va s'engager. Il y a des inconvénients aussi reliés à l'immatérialité. Et par exemple, je l'ai signalé tout de suite, on le reverra dans le cours sur la preuve, mais sauf protection particulière, le numérique, crée des documents qui ne sont pas très sûrs en termes d'intégrité. C'est assez facile, c'est très facile de modifier un point doc, même un point PDF, qui n'a pas de protection particulière. Alors que modifier un document papier, c'est pas mal plus compliqué, ça demande une expertise pas mal plus grande. Un inconvénient, je l'ai souligné, c'est l'immense nouveauté. On n'a pas encore développé beaucoup d'habitudes. La multiplicité, j'en ai parlé. Puis même l'effectivité. Il est parfois, je l'ai un peu souligné tout à l'heure, il est un peu parfois même de faire appliquer le droit à certaines situations. Donc ça aussi c'est un enjeu qui demande à être minimalement, on doit avoir une prise de conscience relativement à cette effectivité-là. Mon troisième des 4 points que je voulais mettre pour les justifier la raison de ce nouveau texte en 2000 et 2001, c'est que cette nouvelle loi... excusez-moi, là j'ai vu les 4 points que je voulais mentionner, pourquoi on avait fait une loi, et maintenant je voudrais évoquer 3 points sur les caractéristiques de ce texte. Alors, je ne reviendrai pas sur les nouveaux principes qui y sont associés, on les a déjà vus dans les capsules 5 et 6 avec la neutralité technologique et l'équivalence fonctionnelle. Je voudrais juste évoquer 2 points, à savoir le fait que cette loi dispose de 3 grands objectifs, mais également le fait que cette loi, ce qui ne s'imposait pas, et plus que d'autres lois à travers le monde, est arrivée avec un nouveau vocabulaire, avec des nouvelles expressions qui étaient pour certaines assez nouvelles, pour les juristes du moins. Alors sur les nouveaux objectifs, comme je vous disais, il y en a 3. 3 objectifs que je vais me permettre de lister. D'abord, on avait une nouvelle loi pour essayer, c'était l'expression qui était consacrée à l'époque, d'enlever les barrières au commerce électronique. On voulait s'assurer, on voulait en fait favoriser que le commerce électronique se fasse véritablement. Et ça, notamment, c'était d'établir des critères, des fonctions, comme on l'a vu et on le verra encore, des fonctions pour s'assurer que l'on ne puisse pas refuser, par exemple, un contrat qui exige la présence d'un écrit, qu'on ne puisse refuser ce contrat sur la base que c'est écrit sur un support numérique. Donc on voulait s'assurer que le vieux droit, si je puis dire, était transposable dans le nouveau contexte associé au numérique. Donc ça, c'est vrai pour... on va avoir un écrit qui puisse être numérique, on va avoir une signature qui puisse être technologique, on veut avoir un original qui puisse être lui aussi sur un support numérique. Donc ça, c'est le premier objectif, la première raison d'être de ce premier texte. Et puis c'est une raison que l'on trouve dans les lois équivalentes, dans le reste du Canada notamment. L'élément aussi, le deuxième élément, c'est qu'on voulait établir minimalement quelques bases, et puis quand vous avez lu notamment les 37 premiers articles de la loi, on peut voir que c'est quand même très minimaliste, mais ce qui est normal, parce que la loi est d'application générale. Donc il faut trouver des principes de sécurité qui puissent s'appliquer à un dépanneur et à une banque, comme je dis souvent.
Et donc, il fallait établir certains principes de sécurité et déterminer, mais c'est quoi le niveau de sécurité que l'on voulait. Donc, vous voulez mettre en preuve, par exemple, un courriel. Quels sont les critères que vous devez satisfaire afin de s'assurer que ce courriel puisse être jugé comme remplissant la fonction auquel on veut lui voir assurer, notamment des questions de preuve, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, on établit certains critères très minimalistes. Je pourrais vous citer par exemple l'article 35 de la loi cadre qui établit que quand vous transmettez un document à autrui, que ce document contient des données confidentielles, excusez-moi, je pensais 34, et ben vous devez avoir un mode de sécurité approprié. C'est ça le terme utilisé, donc un terme que je vous l'ai dit qui est très très vague. Mais en plus, vous devez documenter vos manières de faire. Alors vous devez documenter de faire, c'est-à-dire vous devez avoir soit des métadonnées, soit une politique interne qui explique comment le courriel, par exemple, est archivé. Donc, ce sont des critères très minimalistes, très généraux, mais qui établissent quand même un standard en termes de sécurité, standard qui, on l'a vu et on le verra encore, peut être précisé dans le cadre, par exemple, d'une norme technique qu'une entreprise pourrait décider de suivre. Troisième fonction, c'est qu'il y a, et puis beaucoup plus dans cette loi-là que dans les autres lois, comme celle de l'Ontario, comme celle de BC, comme celle des autres provinces canadiennes qui, elles, aussi pour la plupart, ont des lois sur le commerce électronique, c'est qu'on voulait s'assurer aussi que le numérique ne soit pas une occasion d'amoindrir les libertés fondamentales des concitoyens, des administrés. Et je vais vous donner un exemple, c'est l'article 29. L'article 29 qui, en matière de consultation de données, établit un principe de liberté qui est propre aux administrés et sur lequel, sauf contrat, sauf loi spécifique, on ne peut imposer une technologie à un individu si cet individu n'est pas capable de se la procurer. Donc je vais illustrer ça très très simplement. L'article 29 a donné lieu à pas mal de jurisprudence, je dirais pas tout à fait une dizaine, mais presque, de jurisprudence qui s'appliquait dans le domaine du droit du travail, où en droit du travail, vous savez, vous avez, d'après la loi sur les normes du travail, d'après le code du travail, un employeur a l'obligation d'envoyer à chaque 2 semaines en bon québécois un slip de paye, ce qui explique combien la personne a gagné. Et traditionnellement, c'était une lettre qui était envoyée soit au bureau de l'employé, soit à son domicile, où il y avait un récapitulatif des gains et des ponctions qui avaient été faits sur son salaire. Donc ça, c'est une obligation qui perdure, mais de plus en plus, maintenant, cette consultation, cette obligation de consultation se fait par un support numérique. Et en ce qui me concerne, Universal Montréal, on a une plateforme sur laquelle on est capable d'aller voir quand on veut, en fait, ce relevé qui est à chaque 2 semaines déposé sur une plateforme dans laquelle nous avons accès. Et il y a tout un enjeu parce que, au regard de l'article 29, on pourrait considérer en fait que il y a une liberté de choix, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas imposer un mode plutôt qu'un autre. Et donc, ça voudrait dire que un employé pourrait demander à son employeur, non, moi je veux continuer à le recevoir, je dois recevoir sur support papier. Alors, je ne crois pas que c'est la règle qui s'implique à l'article 29, non, j'ai pas le temps de développer ici, mais j'en ai près d'une dizaine de pages dans mon livre sur la preuve technologique. Et je pense que cet article-là dit simplement que on ne peut pas imposer, mais si jamais l'employeur l'impose, il y a l'obligation de faire un suivi pour s'assurer que l'employé est capable de facilement accéder à ces informations-là. Mais toujours est-il, c'est que derrière ce type de principe-là, l'article 29, qui est associé aussi à l'article 2, qui établit également le principe, il y a une volonté de protéger les personnes pour s'assurer que le numérique ne soit pas une occasion de remettre en cause des droits fondamentaux
associés aux administrés, aux individus. Donc c'est globalement les trois objectifs que l'on trouve dans la loi. La loi qui également se distingue, et encore une fois, là encore, qui se distingue par rapport aux autres lois qu'on trouve dans les autres juridictions, qui se distingue par un vocabulaire qui lui est propre. Et la première expression qui marque quand on lit la loi 4, c'est qu'on ne parle pas, comme dans toutes les lois, de documents électroniques, mais de documents technologiques. La raison derrière tout ça est très simple, en fait, c'est que la notion de technologie est une notion plus large, plus englobante, dont fait partie d'ailleurs les documents électroniques, mais qu'il y en a d'autres. Et ça, derrière cette idée-là, alors qui choque un petit peu au départ, parce que personne n'était habitué à ce vocabulaire, mais derrière cette volonté-là, il y a une volonté de neutralité, c'est-à-dire d'inclure de plus de technologies possibles, même si, encore une fois, dans les faits, dans les autres juridictions, sous la bannière documents électroniques, on inclut pas uniquement et spécifiquement la technologie électronique en tant que telle. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la notion de document, une notion que l'on trouvait quasiment pas dans les lois avant 2001. Vous avez la notion de certification dont je vous parlais dans la capsule numéro 8, qui était un procédé pour identifier des personnes physiques ou morales. Vous avez la notion de cycle de vie sur lequel je vais vous revenir, qui est une notion qui origine des sciences de l'information, de la biblioéconomie, qui fait en sorte, et c'est une spécificité du numérique, que le cycle de vie d'un document numérique, de sa création jusqu'à sa destruction, est beaucoup plus variable qu'un document papier. Dans le document papier, il y a toujours une création et une destruction, mais il y a beaucoup moins de possibilités d'opération, d'altération, alors que dans le numérique, on peut faire des transferts, on peut faire des communications, des transmissions, on peut faire des altérations aussi beaucoup plus facilement que pour le papier. Donc la notion de cycle de vie est une notion intéressante qui a été intégrée dans la loi. La notion de transfert, je vais en reparler un petit peu plus tard, est une des 4 opérations que l'on trouve dans la loi, aux articles 17 et suivants. Mais je vais en parler dans quelques minutes. La notion d'identifiant, elle aussi, est un terme qui est origine du monde de l'informatique et qui veut dire un peu ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qui réfère à des procédés ou des moyens qui permettent de s'assurer qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être dans un environnement technologique. De cette notion de documentation inhérente au numérique, me semble-t-il, a été elle aussi intégrée dans la loi, mais c'est une notion que l'on ne connaissait pas tellement avant ça. Et j'aurais pu vous en donner d'autres exemples de textes qui originent vraiment soit des sciences de l'information, soit du domaine de l'informatique. Alors justement, pour finir, je voudrais vous présenter des définitions de 4 opérations qui sont en fait listées aux articles 17 et suivants de la loi. La première, donc l'article 17 et suivant, je crois que c'est 17 à 20, c'est la notion de transfert. La notion de transfert, je lui ai proposé vite une sorte de définition, d'ailleurs que j'ai repris dans le petit guide que j'ai mentionné tout à l'heure pour la fondation du barreau. C'est l'hypothèse en fait de faire passer un document technologique d'un support vers un autre. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple quand c'est une entreprise qui numérise des documents papier et qui les met sur un support numérique. Mais c'est aussi, donc on passe d'un support numérique, d'un support papier vers du numérique. Mais c'est aussi dans le cas inverse, quand on imprime un point doc, qui est un document numérique, et qui devient un support papier. En tout cas, dans les 2 opérations, et puis il y en a d'autres situations, on perd les métadonnées. Et donc, cette perte de métadonnées va impliquer qu'il y a des conditions légales, et notamment de documentation, qui sont nommément demandées dans la loi. On aura l'occasion, en preuve, de revenir sur cette notion-là, et notamment en regardant cet article 2841 du Code civil du Québec, qui définit ce qu'est un transfert, et qui dit, en fait, qui prévoit 2 hypothèses de reproduction. La copie, que l'on connaît depuis la nuit des temps, donc à chaque fois qu'il y avait des originaux, il y avait également des copies, mais également, 2e hypothèse de reproduction, le transfert. Alors ce que dit 2841, quand on le lit vraiment mot à mot, c'est qu'il y a 2 types de copies. La copie sur un même support, donc par exemple j'ai une photocopie
papier et je fais une photocopie, je fais une reproduction papier, donc je passe du papier vers le papier. Euh, ou je fais une copie, mais sur un support qui, lui, euh, euh, une copie sur un support différent, mais qui ne fait pas appel à une technologie différente. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est je vous envoie un point doc par courriel et vous recevez ce point doc sur votre propre ordinateur. Donc l'ordinateur est un support, mon ordinateur est un support, et entre les deux, ben, je veux dire, vous avez le même document qui est considéré, parce que dans les deux cas c'est un point doc ou c'est un point PDF, c'est considéré comme une copie. Deuxième hypothèse de reproduction, c'est le transfert, qui eux aussi donnent lieu à deux types de transferts. Le transfert, c'est quand le support est différent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on numérise des documents papier pour qu'ils deviennent des documents technologiques, ou au contraire, des documents numériques .doc qui sont imprimés, donc on change le support. Donc ça, c'est première hypothèse de transfert. Deuxième hypothèse de transfert, c'est celle quand on utilise une technologie différente. Quand je parle de technologie, ici, c'est le .pdf, .doc, .mp3, .mp4, etc. C'est que, par exemple, quand vous transférez un document .doc vers, vous le transférez en .pdf, ben là encore, suivant cette définition de 2841, vous opérez un transfert parce que vous changez la technologie. Et quand on va voir dans le document en tant que tel, le codage est complètement différent. Donc, dans le Code civil, avec la loi cadre, depuis 2001, on a introduit une nouvelle forme de reproduction, et c'est véritablement une nouvelle forme de reproduction qui existe désormais avec le numérique. Plus rapidement, je vais vous inviter à lire les articles 19 à 22 sur ce que constitue la conservation, cette opération de conservation, donc qui constitue l'idée de remiser des documents pour des fins de consultation intérieure. Donc ça correspond en fait à une notion un peu plus large que celle d'archivage. Et c'est notamment pour des raisons fiscales, pour des raisons comptables, pour des raisons juridiques aussi, vous devez conserver des documents, notamment numériques. Donc on établit des conditions légales pour que cette obligation de conservation soit satisfaite, et les obligations sont établies aux articles 19 et suivants, où on dit qu'il faut désigner une personne responsable de faire ces mesures de conservation. Il faut s'assurer que le document qui est conservé demeure intègre et disponible, et si ce document contient des données confidentielles, ben, il faut s'assurer de mesures de sécurité adéquates, et également s'assurer que s'il y a des modifications qui sont faites de ce document-là, ben, pourquoi ça a été fait, par qui et comment cette conservation, ces documents ont été altérés. On a une définition aux articles 23 et 27 aussi de la notion de consultation. Il y a à plusieurs reprises dans les lois, des obligations où il faut rendre disponibles à des personnes désignées certains documents dans un format intelligible. Par exemple, en matière de vie privée, vous avez un accès aux données qui sont détenues tant par l'État que par les personnes morales de droit public, de droit privé. Donc si une compagnie dispose de données sur vous, vous avez un droit d'accès. D'après la loi québécoise, d'après la loi fédérale, d'après les lois européennes, c'est la même chose. Vous avez un droit d'accès pour savoir ce que cette entreprise ou ce ministère et organisme, quelles sont les informations qu'ils disposent sur vous. Donc là encore, aux articles 23 et suivants, on élabore les conditions légales à satisfaire pour satisfaire à cette obligation de consultation. Donc d'une part, il faut que le document soit intelligible. D'autre part, comme je vous disais à l'article 29, il faut qu'il y ait une liberté de choix quant à la manière dont on accède aux données. Et si ces données sont confidentielles, il faut s'assurer que ces données-là ne soient accessibles que pour vous, parce que ça vous concerne, et non pas autrui. Donc,
Voilà pour la consultation, puis très rapidement, quelques mots aussi, parce qu'il y a quelques dispositions là-dessus, en matière de transmission, ou là encore, en matière de transmission, il y a certaines conditions qui sont établies, notamment des présomptions qui sont associées sur la transmission, sur la preuve d'un envoi ou sur la preuve de réception d'un document, avec là encore certaines conditions à satisfaire dès lors qu'il y a des données confidentielles. Et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette notion de transmission, je veux simplement vous laisser savoir que ce livre-là, alors qui commence à dater un petit peu, là de 2010, que j'ai coécrit avec mon collègue Pierre Trudel, où on essaye de décortiquer ces différentes fonctions liées aux différentes opérations. Alors voilà pour la capsule numéro 7, et, qui constitue la première vidéo reliée au cours 4. Merci de votre attention.